Et si pour être vraiment heureuse, il fallait être seule? C'est la question que se pose cet ouvrage. Parce qu'encore aujourd'hui, le célibat féminin, dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, c'est ça. Don't wanna be all by myself. Récemment, l'actrice Emma Watson a déploré la pression qui existe sur les femmes qui ne sont pas mariées à plus de 30 ans. Résultat, une flopée de réactions partout à travers le monde pour dire que si, le rôle des femmes, ce serait de ne surtout pas être seule, de se marier et de servir le foyer. À l'étranger, mais aussi en France, comme ici, avec plusieurs militantes d'extrême droite qui écrivent, par exemple, sans ciller, c'est littéralement ce pourquoi on est faite. En parallèle, deux dynamiques traversent la société. Le mouvement féministe, qui promeut toujours plus d'émancipation, et le mouvement tradwife, qui explose en même temps sur les réseaux sociaux, avec le retour de discours visant à cantonner les femmes à un rôle ultra-traditionnel. Je me soumets et je sers mon mari. Bref, encore aujourd'hui, l'idée que les femmes puissent être seules continue à fortement déranger, et c'est même un enjeu politique majeur. On les traite de vieilles filles, de sorcières, ou tout simplement de folles. Alors pourquoi tant de haine? Quelle est l'histoire de la solitude des femmes? De quelle solitude parle-t-on au juste? Et désirer la solitude, appeler de ses voeux cette chambre à soi de Virginia Woolf, n'est-ce pas un fantasme bourgeois auquel très peu de personnes peuvent finalement accéder? Réponse tout de suite à ces questions dans ce nouvel entretien pour Blast avec la journaliste Lorraine Bastide, autrice d'Enfin seule. Lorraine Bastide, bonjour. Bonjour Salomé. Alors vous êtes journaliste, vous êtes la créatrice de 2 podcasts à succès, La Poudre et Folie douce, et vous avez également écrit plusieurs essais, dont Présente et Future, devenus de véritables best-sellers. Et aujourd'hui, vous revenez avec ce livre, Enfin seule, aux Zalari Éditions. Le sous-titre, c'est « Il est temps de transformer notre regard sur la solitude des femmes ». Alors ces femmes, elles sont nombreuses, ces femmes, celles qui sont dans ce qu'on appelle la solitude. Aujourd'hui en France, il y a 11 millions de personnes qui vivent seules chez elles, dont 6 millions de femmes. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Vous le rappelez, dès le début de votre ouvrage, la sociologue Cécile Van de Velde distingue 3 facettes de la solitude. Vivre seul, être seul et se sentir seul. Donc les chiffres de l'INSEE, c'est évidemment le vivre seul. C'est souvent à ça qu'on va penser en premier, en tout cas d'un point de vue démographique. Donc c'est un mode de vie qui se mesure en situation résidentielle et ne renvoie pas systématiquement à une situation de solitude. Elle peut aller de pair avec d'intenses sociabilités. Alors ça, c'est vraiment la définition sociologique. Ensuite, il y a cette deuxième définition de la solitude qui est être seul. Être seul, ça relève des liens familiaux et sociaux. Cette facette se quantifie précisément par la rareté des liens significatifs qu'un individu entretient avec d'autres au quotidien. Donc là, c'est en gros notre socialisation. Être seul, c'est quand on socialise pas beaucoup. Je résume un petit peu. Et enfin, il y a se sentir seul qui relève de la dimension subjective de la solitude et peut se manifester y compris dans un contexte de liens familiaux ou professionnels. Donc on peut être très entouré, on peut ne pas vivre seul et pourtant se sentir seul. Et ça, c'est justement ce sentiment de solitude. Votre titre, c'est Enfin seul. Alors, avant qu'on aille plus loin, de quel type de solitude parle votre ouvrage ? Merci beaucoup d'avoir fait ce point déjà sociologique hyper important parce que c'est vrai qu'en français, on manque en fait de nuances autour du mot solitude et qui est quand même assez chargé négativement. Quand on veut qualifier la solitude, il faut toujours arriver derrière avec précision. Est-elle choisie? Est-elle subie? Est-elle heureuse? Est-elle malheureuse? Alors que par exemple en anglais, il y a un mot par exemple précis, loneliness, qui désigne ce sentiment, cette détresse dans la solitude qui était le 3e point que vous avez évoqué en citant Cécile Van de Velde. La solitude dont je parle est une conquête historique pour commencer. C'est pour ça que mon livre s'appelle Enfin seule. J'ai réalisé en étant moi-même dans cette situation où je me retrouvais dans une parfaite autonomie à la fois émotionnelle, économique, matérielle, que j'étais une sorte de pionnière dans l'histoire des femmes parce que ça fait matériellement très peu de temps que les femmes sont autorisées à vivre seules. C'est assez fou de se rendre compte que ça fait à peine 60 ans qu'on a le droit d'avoir un compte en banque,
manque que la possibilité pour une femme d'accéder à la propriété, de se construire une vie en étant complètement libérée de la supervision d'un père, d'un mari, voire d'un couvent, si on remonte un peu dans les siècles. Et vraiment, ça a été un battement de cils dans l'histoire. Donc je pense que les femmes qui vivent seules aujourd'hui, et vous l'avez rappelé, elles sont très nombreuses en France, c'est 6 millions de personnes, sont en train d'inventer un mode de vie. Elles sont pionnières de quelque chose qui est une forme de conquête féministe. C'est pour ça que c'est une solitude très particulière, une solitude émancipatrice, une solitude politique. Et c'est pour ça que dans le livre, je l'appelle l'enfant solitude, parce qu'il me fallait un nouveau mot pour la désigner. Et alors vous dites, je le précise avant qu'on aille plus loin et avant qu'on ait des commentaires un peu énervés, que pour vous, la solitude, c'est pas du tout l'absence de vie sentimentale. Par ailleurs, il y a des personnes qui se revendiquent de ça. Vous, c'est pas votre cas. Vous dites justement que vous appelez de vos vœux ce que vous appelez une enfant solitude. On reviendra un peu plus sur la définition. Vous écrivez qu'on peut vraiment être seul en ayant une vie amoureuse et sexuelle. Et cette enfant solitude, pour vous, elle a encore moins l'annihilation des liens sociaux. Il vous semble au contraire qu'être seul est la meilleure façon de se relier aux autres et au monde, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal. Je vous cite, « Ma solitude est une façon apaisée de cohabiter avec moi-même. Elle a un goût d'aboutissement, comme si j'étais arrivé à la fin d'un niveau dans un jeu vidéo et que je sonnais la cloche après avoir affronté le boss final. Ma solitude est un soulagement. Elle est le bout d'un chemin. C'est pour cela que je vais la désigner à travers ces pages comme l'enfant solitude. » Comment est-ce que cette solitude peut avoir un goût d'aboutissement alors qu'elle est perçue par tant de personnes, et même dans les 3 définitions qu'on a données, comme le contraire d'une émancipation, ce que vous avez commencé à évoquer? Alors, il y a énormément de couches à démêler. Pour commencer par le commencement, l'époque qu'on vit produit de l'isolement social, produit du morcellement social. Et ça, je pense que c'est hyper important de le rappeler. Il y a encore quelques jours, je suis intervenue auprès des Petits Frères des Pauvres qui rappelaient que 750 000 personnes âgées aujourd'hui en France sont en état de mort sociale, donc sont dans une espèce d'annihilation absolue de toute interaction, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, associative, etc. Et ça, évidemment, c'est un drame, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. D'ailleurs, il y a de nombreux États qui se mobilisent dans le monde contre cette solitude-là, qui est une souffrance, qui est quelque chose qui est subi, qui est un endroit où on se détache des autres. Je me permets d'évoquer des éléments que vous citez dans le livre pour être très précis. Vous dites que la solitude, c'est vraiment un problème de santé publique qui est abordé par les pouvoirs publics. On apprend donc dans votre ouvrage, en 2018, le Royaume-Uni a créé un ministère de la solitude pour développer une politique de lutte contre le sentiment d'isolement. Donc on revient aux définitions. En fait, en anglais, on a le mot loneliness qui permet de désigner exactement ce dont on parle. Et ça, c'est une part grandissante de la population. C'est-à-dire que partout dans les pays dits occidentaux, il y a ce sentiment de solitude qui augmente. 9 millions de personnes sur 65 millions d'habitants au Royaume-Uni, selon la Croix-Rouge. On a fait le constat, du coup, élevé de cette détresse pour les pouvoirs publics, celle-ci entraînant son lot de dépression, de suicide, mais aussi de maladies cardiovasculaires et d'infarctus. Selon l'OMS, l'isolement social a des conséquences aussi graves sur la santé que le tabagisme. Le Japon s'est à son tour doté d'un ministère de la solitude en 2021 et dans de nombreux pays occidentaux ces 5 dernières années. Le problème de la solitude fait l'objet de rapports et de commissions, en particulier celle des plus jeunes, qui ne cessent d'augmenter. Entre 1990 et 2023, le nombre d'adolescents et d'adolescentes ayant eu une activité sociale au cours de la semaine est passé de 80% à moins de 40%. Donc là, pour le coup, c'était le deuxième type de solitude qu'on a évoqué au tout début, c'est-à-dire qu'il y a moins de liens sociaux, clairement objectivables chez les jeunes. Parallèlement, on assiste à une hausse des troubles dépressifs chez les adolescents, 1 jeune sur 5 en France qui souffre de troubles dépressifs, on le rappelle, et en particulier chez les jeunes filles. Donc là, vous avez commencé à l'évoquer, c'est avant tout un problème de santé publique, et c'est un problème qui est abordé comme tel par les pouvoirs publics. En tout cas, l'isolement social, le morcellement social, la modification profonde des liens sociaux qui repose en grande partie sur les nouvelles technologies. Et là, vraiment, je pourrais partir pendant encore une demi-heure sur l'article de The Atlantic, The Antisocial Century, que je cite au début du livre et qui est vraiment très intéressant sur cette façon dont les interactions sociales sont en train de se modifier très profondément au XXIe siècle. Là, on parle d'un isolement social et je fais tout ce travail-là au début de mon texte parce qu'en fait, je me suis rendu compte en tant que journaliste abonnée à une alerte actualité avec le mot solitude qu'à chaque fois que je recevais un article qui parlait de solitude, 80% des cas, c'était des articles d'alerte qui montraient que la solitude était vraiment un fléau contemporain. Donc, il fallait absolument que j'écarte tout ça et que j'explique bien les choses pour parler de moi, ce dont je parle dans ce livre, ça n'est pas évidemment cette solitude-là.
Je ne souhaite pas l'annihilement des liens sociaux. Au contraire, c'est une solitude qui est plus, effectivement, comme je dis dans le livre, un apaisement, une façon apaisée de cohabiter avec soi-même. Et le paradoxe, c'est que dans cet apaisement de cohabiter avec soi-même, dans cet espace aussi qu'on se crée pour tisser sa pensée et tisser d'autres liens vers le monde, on va finalement devenir une meilleure citoyenne, une meilleure amie, une meilleure sœur, une meilleure mère, une meilleure... Enfin voilà, on peut finalement améliorer ses interactions humaines en cultivant sa faculté, sa capacité à se suffire à soi-même. C'est ce que vous appelez finalement la solitude sereine, qui sont des concepts en psychologie. Ouais. Il y a deux grands types de solitude dans la manière dont elle peut être vécue. Il y a la solitude détresse et la solitude sereine. Et c'est pour ça que tout ce qu'on a cité avant nous amène finalement à ce que vous appelez de vos voeux. La solitude détresse, je pense qu'on voit très bien ce que c'est. C'est ce qu'on a cité précédemment. C'est le sentiment de solitude, c'est le fait de mal le vivre, d'être, de le subir, quoi, vraiment. Et la solitude sereine, par contre, peut-être qu'on voit un peu moins ce que c'est. Et vous dites que pour peut-être mieux le comprendre, il faut regarder la manière dont la solitude des hommes est représentée. Et là, vous prenez un biais très féministe, genré, sur cette question-là, parce que la solitude des femmes et la solitude des hommes, finalement, c'est un peu associé à la solitude détresse pour les femmes, selon vous, et la solitude sereine pour les hommes. Pour savoir s'il y a une situation sexiste dans la société, c'est toujours la meilleure façon de faire. Comparons. Et c'est vrai qu'il suffit de voir quel imaginaire se met en place, quelle image est convoquée quand on dit une femme seule. Tout le monde va penser à Bridget Jones. Alors à l'époque de Balzac, on pensait à la vieille fille de Balzac, c'est-à-dire Rosemary Cormand, qui est une fille un petit peu pathétique, un petit peu comique, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari et qui vit avec ses chats. Bon, la femme seule convoque immédiatement son intimité, sa vie sexuelle, sa vie familiale. On pense à elle, chez elle, dans l'intime, dans le privé. Si on dit c'est un homme seul, on va tout de suite avoir plutôt une image de leader charismatique, de penseur, d'artiste, de génie incompris, d'un homme perché sur une colline qui embrasse le monde et qui réfléchit à la marche des choses. Et c'est pour une raison, c'est-à-dire qu'historiquement, il y a beaucoup d'hommes, on peut penser à Montaigne, on peut penser à Rousseau, aux promeneurs solitaires, qui ont associé le fait de s'isoler, le fait de se couper du monde, comme un geste de créativité et de recherche artistique, comme un geste d'écriture, comme un geste de pensée. Et finalement, on n'a jamais contesté la faculté de Rousseau, dans sa solitude, à influer sur le monde et à se relier à ses contemporains. Il est même considéré dans la philosophie des Lumières comme un grand humaniste. Et moi, ce que je revendique pour les femmes, c'est cette faculté-là, parce que, incroyable, mais moi, quand je suis seule, ce que je fais, c'est que je lis, c'est que je réfléchis, c'est que j'écris, c'est que je parle aux autres, c'est que j'imagine des projets pour aller plus m'engager dans le monde. Et donc, c'est cette possibilité-là, en fait, qu'il me semble que dans le mot même de femme seule, on dénie complètement aux femmes. Alors après, pour raccrocher à la psychologie, qui est vraiment un outil qui m'a été très utile dans ce livre aussi, j'ai raccroché la sociologie, l'histoire et la psychologie dans cet ouvrage. Il y a l'idée de la capacité d'être seule. Et ça, c'est une notion qu'on doit à un pédopsychiatre qui est très connu, c'est le seul pédopsychiatre que tout le monde connaît plus ou moins, qui s'appelle Winnicott. Et Winnicott a théorisé cette capacité d'être seul comme un moment nécessaire d'un développement sain chez un enfant, où l'enfant se sent capable d'aller explorer le monde, d'aller jouer pendant 1 heure ou 2, en laissant sa mère, en oubliant sa mère, mais en ayant la certitude, la sérénité au fond de lui que quand il reviendra vers sa mère sera toujours là, avec un amour intact. C'est ce qui a donné lieu aujourd'hui à tout le champ de la théorie de l'attachement, de la pensée de la théorie de l'attachement en psychologie. Or, beaucoup de personnes, pour tout un tas de raisons qui peuvent prendre naissance dans l'enfance, mais aussi surgir à cause de traumatismes plus tardifs, ont un attachement désorganisé. C'est-à-dire cette espèce d'incapacité à aller voir le monde, de peur que l'être aimé, que l'amour intact ne soit plus là au retour. Donc le paradoxe, c'est que dans l'incapacité d'être seul, on va nourrir en fait une espèce d'insécurité profonde, de sentiments profonds, de pas être aimé, de pas être validé. Et en conquérant en psychologie une capacité d'être seul, d'avoir une solitude sereine, le paradoxe, c'est qu'on arrête de se regarder le nombril. Quand on arrive à trouver en soi-même une forme de validation émotionnelle suffisamment forte, on arrête de demander perpétuellement aux autres la validation de sa valeur. Et c'est ça que la thérapie, beaucoup de thérapies encouragent, que la psychologie cherche à poser comme un mode de vie, une psyché saine. C'est cette capacité à en fait nourrir soi-même ses propres besoins émotionnels. Mais votre livre, c'est enfin seul avec un E. Oui. Ça concerne les femmes. Oui. On l'a dit au début, c'est 6 millions de femmes. Alors que ce que
vous décrivez cette espèce d'attachement désorganisé ou le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui se sentent pas bien seules, qui se sentent en situation d'insécurité très souvent. Ouais. Et d'ailleurs, ça concerne pas que le fait d'avoir quelqu'un physiquement à côté de soi. Il y a plein de personnes qui le vivent très mal, y compris des hommes. Oui. Pourquoi avoir choisi de parler seulement des femmes ? C'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, je parle aussi du livre de Catherine Audibert, qui est une psychologue qui a montré le lien entre cette incapacité d'être seule et l'addiction. On sait que c'est un problème qui touche aussi énormément d'hommes et qui est loin d'être féminin. Alors, une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui lisent mon livre et qui trouvent des réponses. Et je m'y attendais pas forcément. Je pense que je parle en fait à énormément de personnes. Je parle à tout humain qui a été cet enfant qui a très très peur de l'abandon et que finalement toutes ces idées-là, elles valent le coup d'être partagées et vulgarisées et elles vont aider beaucoup de monde, pas que des femmes. Néanmoins, je pose dans le livre quelque chose de très particulier. Je parle beaucoup de l'adolescence dans ce livre. Je parle beaucoup de l'enfance. Je me suis beaucoup interrogée finalement à quel moment les femmes perdent cette capacité d'être seules. À quel moment on perd notre assurance à aller dans le monde en n'ayant pas peur des autres, notre sentiment d'être nous-mêmes, de savoir quelle est notre identité propre, de savoir qu'on est aimé, qu'on a une valeur. Je pense qu'on le perd à l'adolescence. Et je le pense pas toute seule, je le pense avec une psychologue américaine qui s'appelle Carol Gilligan, qui pour moi est vraiment très importante. Alors déjà, elle est très importante dans la pensée féministe parce qu'elle est à l'origine de la pensée du care. Et plus récemment, elle a publié un ouvrage qui s'appelle Une voix humaine, dans laquelle elle avance l'idée que à 12-13 ans, au moment de la puberté, les injonctions sociales vont pousser les filles à se détacher de leur voix authentique pour produire une voix sociale qui sera conforme aux attentes du patriarcat et qui sera donc une voix hétéronormée, beaucoup plus discrète, qui s'excuse, qui n'a pas vraiment d'opinion, qui est plus dans la séduction, etc. Et qui est tournée vers les hommes et la recherche de validation d'un homme en particulier, souvent. Tout à fait, qui est dans une espèce de quête, effectivement. En fait, c'est une voix qui va chercher le male gaze. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'intérieur... Le regard masculin. Voilà, du regard masculin qui s'opère à l'adolescence et qui fait que la petite fille de 9-10 ans se retrouve bâillonnée, en fait, la voix authentique dans un coin de la psyché et ne ressurgit souvent pratiquement jamais, en fait, dans la vie. Donc je pense qu'il y a une difficulté peut-être supplémentaire pour les femmes parce qu'il y a une vie entière de reconquête d'estime de soi, dont le rabaissement commence à s'opérer dans l'adolescence. Je pense qu'il y a tellement d'injonctions qui pèsent sur les épaules des femmes à partir de cette date-là. Être belle, être une bonne femme au foyer, être une bonne maîtresse de maison, être une bonne mère, se comporter correctement, etc. Ça nous écrase sous un poids qui rend, je pense, encore plus difficile cette faculté à trouver ce point d'ancrage où on est bien avec soi. Justement, votre livre, il est en 8 chapitres, il propose plein d'étapes et de conseils aussi pour être bien avec soi. Et on en arrive assez rapidement à des questions très matérielles, puisque vous avez commencé à évoquer le biais de genre. Il y a une disparité de genre majeure, qui est la disparité de salaire, qui est la disparité de confort de vie. Votre livre, il nous fait penser bien sûr à Une chambre à soi de Virginia Woolf, que vous citez par ailleurs. Il y a plein d'autres femmes qui ont fait de cette solitude, cette capacité, vous parlez de capacité, cette capacité matérielle déjà, pour commencer à être seule pour les femmes, quelque chose de très émancipateur. Vous vous rappelez qu'il y a même des autrices qui en parlent au XVIIe siècle, donc ça fait en fait un moment qu'il y a des femmes qui ont identifié ça. Et évidemment, on en arrive tout de suite à cette idée que ce serait quelque chose finalement, un privilège très bourgeois pour une femme que de pouvoir avoir cette capacité à se dire « Ok, est-ce que je suis bien seule ou pas ?» Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent tout simplement pas être seule. Donc il y a vraiment une question de classe là qui est très très claire. Vous l'anticipez puisque vous écrivez à votre propos « Facile d'être comblée quand on est comme moi, une femme de 45 ans, valide, dotée d'un patrimoine immobilier, je possède une maison, et économique. Mes livres se vendent un peu et mon frigo est plein. Facile de kiffer d'être seule quand on est la mère de 2 enfants en bonne santé, gardée en alternance par un père compétent. Facile de s'autosuffire quand on vit en démocratie, sous un climat tempéré, avec le droit de vote et à l'IVG. Aujourd'hui en France, près de 5 millions de femmes vivent sous le seuil de pauvreté. Elles sont plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel ou dans des emplois précaires. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes-là, qui sont peut-être même la majorité, au-delà des femmes très très précaires, mais la majorité des femmes peuvent pas s'acheter leur maison toutes seules, peuvent pas vivre dans cette quête de la solitude sereine? Alors évidemment, c'était essentiel pour moi de rappeler ça et je parle depuis un point de vue situé. Enfin, un bon féministe, il est très important de parler d'où je parle et je pense que c'est précisément parce que j'ai ces privilèges-là, je suis à cet endroit-là que je suis capable de constater
les endroits où tout ceci manque et les conquêtes qui restent à faire. C'est pour ça aussi que c'est un livre féministe. On ne peut pas prétendre défendre le droit pour les femmes à vivre de façon autonome si on lutte pas pour une égalité salariale, contre les violences économiques qui sont faites aux femmes, mais aussi contre les violences sexuelles, les violences conjugales. D'ailleurs, les 5 millions de femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est aussi des femmes qui sont dans l'incapacité de quitter leur foyer en cas de violence. On sait qu'il y a énormément de femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui ne peuvent pas partir faute d'autonomie financière. Néanmoins, je cite Virginia Woolf parce que c'est essentiel, parce que finalement c'est difficile de dépasser ce qu'elle a dit il y a un siècle. Si vous voulez avoir votre pensée à vous, si vous voulez écrire, il vous faut une chambre chauffée avec un toit et un peu d'argent de côté. On en est toujours là. Je pense que toutes les femmes artistes écrivaines sont dans cette quête permanente d'avoir un espace pour écrire et d'avoir un endroit à soi où on est tranquille, où on en fout la paix. Mais je me suis posé ces derniers temps la question de est-ce que la vision de Virginia Woolf n'était pas elle-même un peu patriarcale ? Finalement, elle calque aussi son imaginaire de la faculté à écrire et à penser sur soi, sur Montaigne, et sur la façon dont les hommes ont toujours écrit, c'est-à-dire enfermés à l'abri dans un petit bureau. Et moi, récemment, dans mes interviews, par exemple pour Folie douce, j'ai parlé avec des femmes qui écrivent et qui n'ont pas forcément leur chambre à elles, mais qui se créent une chambre en soi. Et c'est pour ça que je pense que l'aspect psychologique est extrêmement important. Je crois que moi, j'ai le privilège matériel de nourrir ça à un endroit matériel et bien précis, mais je pense qu'il ne faut pas nier la capacité de créativité, d'émancipation, de révolte, de rébellion contre notamment les injonctions au care que toutes les femmes ont, quelle que soit leur situation sociale. Donc ce livre, il s'adresse vraiment à toutes les femmes, y compris les femmes précaires ? Évidemment, enfin, je pense que toutes les femmes peuvent entendre et comprendre ce dont je parle dans ce livre. Je pense que les injonctions aussi que je décris, à être à sa place, à plaire, à être mince, à être discrète, à avoir un intérieur bien tenu, à être une bonne épouse, à se comporter comme une femme sans défense qui ne peut pas évoluer dans le monde, elles sont bien transversales. Le sexisme est partout, c'est complètement partagé. Donc même si cette condition matérielle, elle est évidemment essentielle pour atteindre ce que je décris de ma propre situation, je pense qu'il y a énormément d'autres verrouillages à faire sauter. Et il y a énormément de peur aussi à désamorcer. Et je crois que toutes les femmes, d'ailleurs je le vois dans les lectrices, toutes les femmes, quelle que soit leur situation, leur âge, même des femmes mariées, d'ailleurs beaucoup de femmes mariées qui lisent mon livre, savent très bien de quoi je parle dans ce livre. Et comment on fait pour trouver cette solitude sereine quand on est victime de ces autres oppressions aussi, qui sont les oppressions raciales, les oppressions, tous les types de discrimination en fait dont on peut faire l'objet quand on se trouve à l'intersection des discriminations. Comment on arrive à s'émanciper de cette manière? En fait, la question comment on fait, elle est en 8 chapitres finalement dans non, cet ouvrage. Et puis même, j'y suis pas moi-même. C'est ça qui est aussi intéressant dans le livre. Et c'est pas un mode d'emploi. Je suis pas en train de vous dire voilà comment faire. Regardez, j'y suis et rejoignez-moi. J'y suis pas du tout. J'ai encore peur. J'ai encore peur de vieillir seule. Je tombe encore amoureuse éperdument, de façon déraisonnable. J'ai encore peur de pas être une bonne mère, une bonne épouse. J'ai encore peur d'être laide. Enfin, je suis encore habitée de toutes ces injonctions. Je les ai identifiées. Je m'en suis en partie débarrassée en les nommant et en les voyant. Il y a des jours où j'en suis légère et je marche en étant bien. Et puis il y a des jours où ça part. Oui, donc, vous passez votre temps à quand même mettre en lumière vos propres paradoxes, vos propres contradictions. Même le mot paradoxe et contradiction, c'est quelque chose avec lequel je suis pas d'accord en fait. Je suis en parcours en fait. Et je pense qu'il y a aucun moment, je crois que c'est difficile de trouver quiconque qui peut dire je suis parfaitement alignée avec moi-même. Par peut-être si on va chercher un moine bouddhiste qui médite en haut d'une montagne depuis 50 ans, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment on fait, je sais pas. Par contre, je pense que c'est un extrêmement bon commencement que de comprendre qu'une grande partie de la détresse qu'on ressent dans la solitude est construite culturellement. Je pense qu'on peut vraiment enlever une énorme couche de malaise en comprenant que on nous demande de souffrir en étant seul. En partie parce qu'on nous
on nous pousse à la reproduction, on nous pousse à la famille. Faut repartir aussi de la base, de ce que je décris dans le premier chapitre du livre. Les femmes sont sous surveillance parce que les utérus sont sous surveillance, que la société entière nous pousse à nous concentrer sur ce pourquoi on a été soi-disant programmés, c'est-à-dire nous reproduire, et que tous les mécanismes sociétaux qui ont été créés, à commencer par le mariage, ont pour objectif de ne pas laisser le moindre utérus en jachère. C'est quelque chose qu'on retrouve depuis des millénaires dans toutes les sociétés, et pendant des siècles, en France, on n'avait pas le choix, soit on se mariait, soit on allait au couvent. Il n'y avait rien entre les deux. Il n'y avait pas de possibilité intermédiaire. C'est pour ça que je convoque Gabrielle Suchon, autrice de 1700, qui demandait une voie médiane, qui demandait à vivre une vie neutraliste. Elle appelait ça comme ça à l'époque. Elle voulait être volontairement célibataire. À l'époque, c'était complètement fou de revendiquer quelque chose de tel. Donc voilà, on est sous surveillance, et aujourd'hui encore, on est poussé dans cette logique que la meilleure vie, la meilleure femme possible, c'est la femme au foyer. Nous partons du principe qu'une mère au foyer, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants, plutôt... Eh oui, mais bien sûr. Et c'est aussi ça que je veux dire dans ce livre, c'est que méfions-nous. Parce que, ok, on a conquis le droit de vivre seul, de divorcer, ce qui est quand même un droit aussi très récent pour les femmes, de gagner notre argent, de vivre pour nous-mêmes. Ok, il y a 6 millions de femmes en France qui, légalement, sans devoir écrire des manifestes pour en réclamer le droit de le faire sereinement, vivent seules chez elles. Mais aujourd'hui, par exemple, sur Instagram, on ne voit que des vidéos de tradwives. On ne voit que des vidéos de femmes au foyer qui nous expliquent que le vrai bonheur, c'est être soumise à son mari, changer les couches du bébé et préparer des gâteaux toute la journée. Je me soumets et je sers mon mari. Je suis persuadée que c'est une bénédiction d'être l'aide de son mari. Ça va avec une idéologie d'extrême droite qui pousse les femmes chez elles, qui veulent nous enlever aussi notre droit à contrôler notre contraception, à avoir un accès à l'IVG, et tout ça va ensemble. Donc, vous expliquez, en tout cas, c'est pas juste on adhère à cette idée de la tradwife, et les personnes qui nous regardent vont se dire écoutez, moi ça me concerne pas en fait, je me sens pas du tout investie d'une mission divine, je n'adhère pas à tout l'imaginaire des tradwives. Et vous, ce que vous expliquez, c'est que cette idée de la femme au foyer, évidemment elle est née il y a déjà un petit moment, elle continue à perdurer dans nos imaginaires. Donc pour être bien seul, parce que c'est quand même l'objectif de votre livre, c'est de proposer cette réflexion et de donner des pistes pour peut-être les personnes qui vous lisent, qui nous regardent, qui nous écoutent, les femmes et les hommes, et donc particulièrement les femmes dans le contexte actuel, à se sentir serein et sereine avec cette solitude-là. Donc, évidemment, c'est déjà prendre conscience du poids qu'il y a sur nos épaules, prendre conscience de ce qu'on peut faire pour plaire aux hommes ou aux autres, en fait, de manière générale, de tous les imaginaires qu'on a avec nous. Et vous avez commencé à parler tout à l'heure de surveillance. Ouais. Un des endroits où on est, en fait, vraiment très surveillé, effectivement, c'est ce foyer, mais c'est aussi notre physique, sur lequel on porte beaucoup d'attention. Et là, vous dites, on n'a pas besoin des hommes pour se surveiller. Vraiment, on se surveille déjà très bien entre nous. Et ça nous empêche d'être sereine et d'être dans cette image, qui est l'image qui est convoquée tout au long du livre. C'est vous, devant votre miroir, en train de vous brosser les dents et de dire, ah là là, mais qu'est-ce que je suis bien, toute seule, peinarde, chez moi. Vous l'écrivez pas comme ça, mais c'est ça, c'est vraiment ça qu'on comprend. Et là encore, vous dites, j'ai conscience du fait que je fais plein de trucs pour moi, pour avoir l'air belle, pour correspondre à ce que vous avez commencé à évoquer, le regard masculin, le male gaze, pour être vraiment dans tous ces carcans-là. Et en même temps, je veux m'en émanciper, et il faut s'en émanciper pour être réellement bien. Alors je cite, vous dites, sous mes airs de bisexuel qui ne se maquille pas, je consacre en réalité beaucoup de temps et d'argent à m'assurer que mes dents sont blanches, mon cul ok, ma peau lissée. L'air de ne pas y toucher, je me scrute. Je fais une fixette sur mon ventre, ces traces de 2 grossesses et autant de césariennes. Je vérifie chaque jour mon compteur de pas, parce qu'un jour, un coach m'a dit que marcher 10 000 pas, c'était comme faire 1 heure de cardio. Je vais tous les 6 mois chez le coiffeur pour qu'il glisse un peu de blond parmi mes cheveux blancs que je fais semblant d'assumer. Je perds régulièrement un bras pour un massage rajeunissant du visage supposé m'épargner le recours au botox. Combien de temps tiendrai-je encore ? Je m'obsède pour le rythme de mes cycles menstruels. Je frémis au moindre coup de chaud, convaincue chaque mois que ça y est, la périménopause, c'est pour ma gueule. Je surveille mon poids, je surveille mon âge, je surveille ma fertilité. Je me surveille, tu te surveilles, nous nous surveillons. Le patriarcat n'a pas besoin de gardien de prison. Ça, c'est vrai que c'est un vrai obstacle.
obstacle à cette sérénité. Et encore une fois, je pense, vous nous direz dans les commentaires, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cet état de perpétuelle surveillance de soi, sans même que qui que ce soit nous dise quoi que ce soit, à avoir toutes ces injonctions qui sont complètement intégrées. Comment on fait pour se débarrasser de ça, sachant que quand on vous lit, on se dit, on fait, même vous ça n'a pas fonctionné, visiblement. Comment on fait ? Encore une fois, on prend la pensée féministe, on s'en sert et on comprend que c'est une construction culturelle. Et là, pour le coup, j'ai convoqué Suzanne Faloudi, l'autrice de Backlash, qui, dans les années 80, a publié ce livre qui est une somme hallucinante, vraiment un pavé de 600 pages, une enquête journalistique complètement dingue, dans laquelle elle démontre que, véritablement, dans les années 80, notamment dans ce chapitre qu'elle consacre à l'industrie de la beauté, l'industrie cosmétique, l'industrie de la beauté, met des millions de campagnes publicitaires pour faire comprendre aux femmes ou pour leur faire croire que leur émancipation des années 70, la conquête du droit à l'IVG et à la contraception, la conquête du droit à travailler, à gagner de l'argent, va les rendre laides. Et que c'est la pire chose qui pourrait leur arriver. Que la laideur va leur faire perdre carrément leurs caractéristiques de femmes. Et donc c'est là qu'on voit apparaître les crèmes anti-rides, par exemple. Ça n'est venu à l'esprit de personne de se mettre des crèmes anti-rides ou d'aller acheter au supermarché. Parce que c'est évidemment un espèce d'une opération marketing. On voit aussi apparaître la chirurgie esthétique, les implants mammaires, les personnes qui se font refaire le nez. Et on arrive aussi aux années 90 à l'ère des top modèles et de la minceur extrême. Et évidemment de tous les troubles du comportement alimentaire qui vont être accentués par cette injonction à être très très maigre qu'on voit dans les magazines. Ça a été aussi démontré par Mona Chollet dans Beauté fatale. Pendant qu'on est en train de s'obséder pour son poids, on n'écrit pas de livre. On risque pas d'être dangereuse pour la société quand on est perpétuellement en train de se demander si on correspond à la fille qu'on voit sur la pub. Je me suis rendu compte en écrivant ce chapitre que quand Virginie Despentes, au début de King Kong Theory, écrit « J'écris de chez les moches », c'est écrire tout court, en fait. C'est se libérer complètement de cette injonction à la beauté. Et c'est pour ça que cette phrase, elle est tellement révolutionnaire. Vous dites, il n'y a pas plus subversif. Il n'y a pas plus subversif que cette phrase. Et pour avoir lu pourtant 30 fois cet essai et avoir puisé beaucoup de force ces dernières années, j'avais jamais réalisé la force révolutionnaire qu'il y avait à dire cette phrase, tout simplement. Genre, j'envoie bouler aux injonctions à la beauté. Et il y a pas longtemps, je voyais Elisabeth Gilbert, qui vient juste de sortir un ouvrage et qui est en pleine promo. Elle était chez Oprah Winfrey. Elle s'est rasée la tête. Et c'est quand même, on parle de l'autrice de Eat, Pray, Love, cet énorme best-seller qui a été adapté au cinéma avec Julia Roberts incarnant son propre rôle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était très dans la séduction, très dans la beauté, très l'américaine parfaite avec son super brushing, ses cheveux blonds, et voilà. Et là, elle s'est rasée la tête et elle expliquait à Oprah Winfrey pourquoi elle avait fait ça. Oui, parce que ça suffit en fait. Et en fait, elle était là, j'étais dans une soirée et je regardais les hommes. Ils avaient tous les cheveux très courts, blancs, grisonnants pour la plupart. Ils portaient des tenues confortables. Et je regardais les femmes. Je connaissais le prix de leur brushing. Je connaissais le prix de leur botox. Je voyais à quel point leurs vêtements les engonçaient, étaient inconfortables, leurs chaussures serrées. Et je me suis dit, stop, en fait. Je veux bénéficier du même privilège que les hommes, ne plus avoir à me coiffer, ne plus avoir à me maquiller, porter des vêtements confortables. Et voilà, il y a des pionnières qui incarnent. Moi, j'ai beaucoup lâché aussi par rapport à d'autres époques de ma vie. Je m'habille toujours pareil. Je me suis pas acheté de vêtements depuis je sais plus combien d'années. Et on fait chacun à sa sauce. Mais attention, je ne veux surtout pas être dans une injonction à ne vous maquiller plus. Enfin, c'est une source de plaisir et de joie pour énormément de femmes et d'hommes de se maquiller. Et c'est génial le maquillage, c'est génial la mode, c'est super de se faire beau ou belle si on a envie. Si on trouve ça cool. Après, c'est toute la question de qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de notre envie. Ouais, mais c'est pour ça que vraiment, j'aime pas réfléchir en termes de comment on fait pour... En fait, comment on fait ? On lutte contre le patriarcat, on lutte contre les publicités grossophobes, on soutient les associations qui luttent contre la grossophobie, on se mobilise, on comprend tous les ressorts racistes, sexistes qu'il y a derrière les injonctions à la beauté. On politise, en fait, la question. Et après, à partir de là, une fois qu'on l'a politisé, on fait bien comme on veut. En tout cas, votre livre, il appelle vraiment à politiser cette question de la solitude. Il montre tous les obstacles. On a commencé à en citer certains. Effectivement, à titre individuel, eh bien, on peut faire comme on veut avec cette image de la femme au foyer. C'est une source de joie pour beaucoup de femmes. Donc, vraiment, de se libérer de certaines injonctions. Quand on parle de solitude, de femme seule, on pense aussi à la peur. Oui. Et pas la peur d'être seule émotionnellement, mais la peur
tout court, la peur très 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 physique de ce qui peut arriver aux femmes seules, parce que nos imaginaires, notre culture et les faits divers, en fait, tout simplement, sont remplis de femmes à qui il arrive des horreurs en étant les seules. pages médias, notamment, des faits divers. Absolument, et des femmes qui, parce qu'elles sont seules, vont se faire agresser. Et cette idée-là, on l'a très profondément ancrée en nous depuis qu'on est toute petite, puisqu'on nous dit, encore une fois, il faut pas se promener seule trop tard à certains endroits. Les femmes, mais même des femmes qui pourraient être seules chez elles, il y a cette espèce d'imaginaire qui rôde et qui, là encore, nous empêche aussi d'accéder à cette solitude sereine, parce que pour beaucoup d'entre nous, par exemple, être dans l'espace public seul, surtout à certaines heures, ça implique de ne pas être sereine du tout. Ouais, complètement. Alors ça, c'est une question qui m'obsède, j'allais dire, que j'explore depuis présente. Mon premier essai sur la place des femmes dans l'espace public. Évidemment, loin de moi l'idée de minimiser la réalité du harcèlement de rue. Loin de moi l'idée de minimiser le fait que, évidemment, il y a certains espaces publics où les femmes ne sont pas en parfaite sécurité. Néanmoins, l'endroit où les femmes sont le plus en danger, ça reste leur foyer. Vraiment. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur sur toutes les violences intrafamiliales. Voilà. Et je m'interroge sur cette espèce de volonté qui persiste encore aujourd'hui médiatiquement à beaucoup monté en épingle et a énormément médiatisé ces meurtres de femmes et ces viols de femmes qui ont lieu dans l'espace public, alors qu'ils sont infiniment plus rares que ceux qui ont lieu dans la sphère privée ou sur le lieu de travail. Je mobilise le mythe de la joggeuse. On pense à Alexia Daval qui était en train de faire un jogging, qui a été retrouvée morte. Évidemment, tout de suite, le monde s'est affolé. Elle a été égorgée, violée par un inconnu, par un fou dans la forêt où elle faisait son jogging parce que l'inconsciente est allée faire un jogging tout seul, alors qu'on sait bien que c'est très dangereux pour une femme d'aller faire son jogging tout seul. Coup de théâtre, c'était son mari qui l'avait tuée. Et j'ai eu envie de rattacher ce mythe de la joggeuse au mythe du petit chaperon rouge, qu'on nous raconte depuis qu'on est toute petite. Effectivement, on nous met vraiment dans la tête que si on va se promener seul dans la forêt, on risque fort d'être dévoré par le loup. Or, ce mythe du petit chaperon rouge, lui aussi, est une construction culturelle, un archétype, une mythologie sociale qui est en fait au fond assez récente. Charles Perrault, à l'époque, donc on est plus ou moins à l'époque de Louis XIV, décide de reprendre à son compte des vieux contes qu'on raconte dans les campagnes et modifie complètement l'histoire originale du petit chaperon rouge, qui est en fait une histoire d'émancipation, une histoire de puberté, une histoire d'une petite fille qui part à la découverte du monde. Le loup ne mange pas la petite fille dans l'histoire, par contre la petite fille mange sa grand-mère. Ce qui est très bizarre, mais qui est une façon de symboliser la puberté, la ménopause. C'était en fait une histoire très axée sur la vie des femmes, et le loup, à la fin, meurt capturé dans un grand drap blanc par des lavandières. Donc, il y a aussi un moment donné où on est en train de construire cette espèce d'idée qui s'impose progressivement, qu'il faut à tout prix maintenir les femmes dans la sphère privée. Et donc, les femmes sont construites culturellement, tout comme les personnes racisées, les personnes issues des anciennes colonies, comme des corps sans défense. Et là, je mobilise Elsa Dorlin, qui a, dans Se défendre, a fait une démonstration implacable, historique et sociologique de comment, en fait, on avait empêché les femmes et les personnes des anciennes colonies d'accéder aux armes. C'est-à-dire, si on est sans défense, c'est qu'on nous apprend pas à nous défendre. Pendant bien longtemps, l'armée, c'était obligatoire pour les hommes, pour tous les hommes, qu'ils aiment ou non se battre, qu'ils soient ou non forts ou baraqués, il n'y avait pas de sélection. T'étais un homme, t'allais à l'armée et on t'apprenait à courir, à ramper, à te servir d'une arme. Bon, jamais ce droit n'a été octroyé aux femmes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à la Révolution française, plusieurs femmes révolutionnaires, derrière Théroigne de Ménicourt, sont venues demander le droit à former une garde féminine. Elles avaient envie de se battre, il y avait des femmes qui voulaient combattre. On leur a dit, mais rentrez chez vous, en fait. Et donc aujourd'hui, on fait quoi ? On apprend à se battre, on prend des cours d'autodéfense pour se sentir bien seule et pour justement plus se sentir comme une proie. Et je pense que c'est le cas de tellement de femmes encore aujourd'hui, de se sentir comme une proie, particulièrement dans l'espace public. Comment est-ce qu'on fait pour se ressaisir aussi de son corps et se sentir forte ? Déjà, on regarde autour de soi et on se rend compte que l'espace public est pas si dangereux que ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Moi, je marche beaucoup dans la forêt. La forêt est très centrale dans mon livre et dans la forêt, je ne croise littéralement que des femmes. Il y a énormément de randonneuses, de femmes qui randonnent en solo, qui m'ont dit, mais en fait, sur les chemins de randonnée, on n'est que des femmes. Dans les gîtes, on est beaucoup de femmes. Et en fait, c'est vraiment chouette aussi de désamorcer. Je parle aussi de Lucie Azéma, de son livre sur les femmes aussi sont du voyage, de désamorcer la croyance que c'est pas notre place. Et c'est aussi une proposition qui est faite par les urbanistes féministes, et là je reviens à présente.
En fait, une des meilleures solutions pour lutter contre l'insécurité des femmes dans la rue, c'est l'arpentage de rue. C'est créer des groupes, parce que c'est vertueux, en fait. Plus il y aura de femmes dans l'espace public, moins l'espace public sera dangereux pour les femmes. Donc, il faut partir à sa conquête. Il faut comprendre ce qu'il y a d'induit dans la peur qu'on ressent. Et il faut... Oui, il faut se débarrasser de nos peurs. Alors après, moi, j'ai pris des cours de boxe. C'est ce dont je parle dans le livre. Alors à la base, j'ai pas pris des cours de boxe spécifiquement pour me défendre parce que j'avais peur dans l'espace public, mais plutôt pour canaliser ma colère, pour des raisons plus de santé mentale. D'ailleurs, ça a été extrêmement efficace, je recommande. Et mon premier cours de boxe, j'ai eu une illumination parce que toute ma vie, je me suis sentie nulle en sport. Je me suis toujours pensée vraiment complètement inapte à me battre, à lancer mon poing, etc. Et en fait, ma prof de boxe m'a dit, mais regarde-toi, tu fais 1m80. Rien que si tu apprends à lancer ton bras, vous avez vu ce geste? Eh bien, t'es plus grande, en fait, qu'une grande majorité des hommes. Donc, en fait, c'est aussi s'enlever de l'esprit. Alors, évidemment, je suis grande, on va dire, tout le monde n'est pas grand, etc. Mais bon, tous les hommes ne sont pas non plus baraques, etc. Donc, c'est encore une fois recourir à la limite pensée psychologique, quoi. Oui, mais surtout de limites politiques, de limites culturelles, historiques, qui ont été posées extérieurement à nous. Et en mobilisant la pensée féministe, on peut comprendre comment, y compris la faiblesse des femmes, je parle aussi d'Anaïs Buyon, qui a travaillé sur comment on avait construit aussi l'infériorité des femmes dans le sport. Comment on comprend que tout ça est culturel et social pour s'en débarrasser intérieurement, ouais. Une des barrières aussi qu'on peut avoir à cette solitude choisie, ou en tout cas le fait qu'on puisse réussir à avoir la capacité d'être seule en tant que femme, c'est peut-être un des éléments les plus prégnants après la capacité matérielle, évidemment, c'est cette solitude émotionnelle qui terrifie beaucoup de femmes. Ouais. Au début du chapitre sur le sujet, vous citez l'autrice Magé qui écrit dans Ne plus tomber en amour, entre parenthèses. Magnifique ouvrage. Dit « Il faut détruire l'idée d'amour. Il faut cesser de nourrir des relations qui nous affaiblissent terriblement. Parce qu'elles sont à la fois déterminantes et très fragiles. Il faut que la douleur profonde qu'est la rupture cesse. Ce moment où nous nous sentons absolument seuls, comme au seuil de la mort. Ce moment où notre identité personnelle est éclatée et où il nous semble que nous n'existons plus. » On revient vraiment à finalement cette peur d'abandon très primitive qu'ont énormément de personnes. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ce que vous décrivez comme un soulagement d'être seul, l'enfant en solitude, mais c'est le pire scénario, c'est le pire truc qui puisse leur arriver. Bah oui, si j'ai retranscrit ces lignes de Magé, c'est que je me suis reconnue dans ces lignes, évidemment. Et d'ailleurs, son livre, on l'a fait circuler dans mon groupe d'amis, parce que tout le monde a dit genre, waouh. Et comment faire pour que la rupture ne soit plus une douleur profonde? Mais ça, c'est presque universel. Oui. Et encore une fois, c'est aussi culturel. C'est pourquoi je convoque aussi Ovidie. La chair est triste, hélas. Si on a autant de souffrances dans le couple hétérosexuel, c'est en grande partie à cause des mécanismes sexistes qui créent une dynamique complètement inégalitaire entre les hommes et les femmes dans le couple. On renvoie aussi à La rose la plus rouge s'épanouit de Liv Strömquist, oui, qui explique ça très bien. Extrêmement, voilà, c'est aussi très important de désindividualiser la détresse amoureuse comme elle invite à le faire, en convoquant aussi Eva Illouz, dont je parle dans le livre, sociologue de l'amour, qui rappelle qu'en fait, encore une fois, culturellement, historiquement, les femmes ont été éduquées à croire que leur épanouissement passait forcément par la relation amoureuse, et que du coup, toute femme qui est sans relation amoureuse sera une femme inaboutie et donc devra ressentir une détresse infinie. Voilà, après ces mécanismes... Là, se débarrasser de ça, c'est vraiment Ces compliqué. mécanismes, alors, encore une fois, et là, pour le coup, je pense que c'est un privilège encore plus grand que celui qu'on évoquait tout à l'heure, le privilège matériel d'avoir un endroit où on est au chaud et à l'abri. C'est celui de pouvoir faire une thérapie, celui de pouvoir travailler sur soi, et celui de pouvoir aussi désamorcer tout ce qu'il peut y avoir de traumatique dans son parcours et qui peut... Après, on peut faire une thérapie généralement quand on a de l'argent et oui, donc on revient à cette question matérielle. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Mais enfin, déjà, quand on a de l'argent, on va d'abord acheter un toit et de la nourriture, puis faire la thérapie. Donc c'est pour ça que je dis que c'est encore un plus grand privilège et c'est vraiment quelque chose de rare. Mais c'est quelque chose qui aide énormément. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'immense détresse qui va se rejouer. Et là, pour le coup, c'est l'étudiante en psychologie qui commence à s'intéresser beaucoup à la traumatologie qui vous parle. À chaque rupture amoureuse se rejoue des traumatismes qu'on a vécus dans le passé. C'est toujours plus grand que la simple relation qu'on a avec la personne concernée. Ça va chercher sur l'ensemble de notre parcours. Et je crois vraiment que
relation amoureuse sereine, une relation amoureuse épanouissante, repose sur 2 solitudes sereines. Quand on n'est pas dans un réseau, dans un système d'interdépendance avec l'autre, quand on ne dépend pas de l'autre pour se sentir vivre, pour se sentir exister, quand on n'a pas besoin de ce regard extérieur pour savoir qu'on existe, l'amour, c'est merveilleux. On se débarrasse aussi de cette espèce d'injonction à devoir construire, bâtir, montrer, venir avec cette personne dans des endroits sociaux. Tout ça, on peut s'en débarrasser de façon très simple en comprenant que c'est encore une fois des injonctions patriarcales. Donc, je pense que oui, il y a une possibilité d'avoir des relations amoureuses et sexuelles épanouissante dans l'enfant solitude, à condition évidemment que les partenaires, j'allais dire 2 ou plus, soient chacune bien dans leur solitude. C'est un peu possible. C'est le Graal, justement en psychologie, en thérapie. On va dire il faut être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un. Ouais. Je pense que beaucoup de gens l'ont entendu et encore une fois, c'est si difficile à mettre en place pour tellement de personnes. Y compris vous-même, là encore, je vous cite dans votre livre, vous dites « Je vais devoir commencer par être honnête avec vous. Évidemment que j'ai replongé, bien sûr, que j'ai installé et désinstallé Bumble un paquet de fois. Évidemment que je me suis retrouvée à nager la brasse coulée dans la soupe tiède des fantasmes pour des personnes à peine croisées. Je vous l'avoue, je me suis même mise dans la situation compromettante de susurrer dans une oreille au petit matin « Je suis très amoureuse de toi », comme si c'était un problème, et c'en était un. Pourquoi c'en était un ? Parce que si on écoute tout ce que... J'étais en train d'écrire un livre sur l'enfant solitude. Et vous dites on peut être amoureuse et être tout à fait bien seule. C'est pour ça que c'est le début du chapitre. Je commence de là pour qu'on s'identifie à moi. Et encore une fois, je pense que si mon livre il fait du bien aux femmes qui le lisent, c'est probablement parce que j'ai essayé d'écrire un personal essay. C'est-à-dire que ces petits passages à la première personne, ils sont là pour faire exister l'autrice, l'humaine qu'il y a derrière la recherche historique, sociologique que j'ai faite derrière pour désamorcer ma propre émotion. Vous le dites en anglais parce que c'est très fréquent dans le monde anglophone, plus qu'en France. Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, des libraires, des journalistes qui m'ont dit c'est difficile de dire ce que vous avez écrit, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages qui sont très intimes, très littéraires. Puis après, il y a, voilà, comme vous l'avez rappelé au début, beaucoup de chiffres, beaucoup de données, beaucoup de références sociologiques. Et moi, je m'inspire beaucoup de Maggie Nelson, qui est une autrice qui a écrit notamment Les Argonautes, qui est pour moi une des plus grandes écrivaines, et qui a toujours su dans ses textes entremêler l'intime et le politique. Je pense que c'est aussi un geste féministe que de pas vouloir forcément séparer ce qui relève de l'intime, ce qui relève de la pensée, ce qui relève de soi et ce qui relève de ce qu'on pense. Je pense que c'est aussi remettre dans un corps qui vit. Donc c'était un problème parce que j'étais en train de réfléchir à la solitude et au célibat féminin et que j'ai eu envie de dire à quelqu'un que j'étais amoureuse de cette personne. Donc je le dis un peu ironiquement, mais ce qui est chouette, c'est que le chapitre derrière permet, je pense, de m'apporter des réponses. Donc probablement, on apporte aussi à celles qui vivent la même chose. Comment est-ce qu'on résume un peu ce livre pour terminer ? Ça parle de votre expérience personnelle, ça parle de toutes vos difficultés finalement à appliquer ce que vous-même vous essayez de, j'allais dire préconiser, c'est pas le terme, mais en tout cas. Je pense que vraiment, non, je pense que c'est vraiment un essai qui parle des femmes dans l'histoire. C'est quelque chose d'universel. Alors, mon expérience personnelle vient me servir d'appui, mais c'est vraiment une toute petite partie du livre. Les passages au jeu, c'est je pense, 1/10 du texte. Donc, je pense que c'est alimenter la réflexion collective sur la nécessité de la solitude des femmes et sur pas la nécessité de la solitude, la possibilité. La capacité des femmes à être seules et sur tout ce qui doit encore être désamorcé comme peur, tout ce qui flotte en fait comme peur. Je dirais que ce livre, si je devais le résumer, c'est que j'ai essayé de désamorcer les peurs individuelles et collectives qui règnent encore autour de la solitude des femmes. Écoutez, si on veut en savoir plus, on peut vous le lire, Lorraine Bastide, Enfin seule, au Alary Éditions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Merci Salomé, merci beaucoup. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Comme toujours, je vous rappelle que Blast est un média indépendant. Nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.